Je pense que c'est encore un plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle session pour une nouvelle session toujours dans le programme de la dynamique de renforcement de capacité de Seine-et-Val. Donc, pour cette fois-ci, ça va être une session d'échange sur les contrats de performance comme outil de gouvernance. C'est une session qui va être animée par M. Ibrahim Abar. Je pense que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus puisque c'est le secrétaire général de Seine-et-Val aussi. Et je pense avant de commencer de faire son portrait et le déroulement du programme, comme le président n'est pas là, Abdou Aziz, il a un décès à Kaolack, donc à Thiès, son frère qui est décédé, le message est passé. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans vos prières. On peut laisser M. Cheikh Diop, le vice-président, pour le mot de bienvenue avant qu'on ne commence pleinement. Est-ce que M. Diop est là? À moins que... Attendez. Est-ce qu'il n'est pas déconnecté? Allô? Ah, ok, c'est bon. Allô, oui. Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Diop. Très heureux de vous retrouver après un an d'absence. Hein. Je me rappelle que c'est depuis le début du mois de février, mois de mars de l'année dernière, que je me suis retiré de Dakar pour m'installer dans les régions. Mais quand même, je voudrais assurer les uns et les autres que je vous suivais par la voie magique du monde numérique. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment féliciter le président qui est absent, compte tenu du décès de son frère, et surtout le secrétaire général et toute l'équipe du bureau permanent de Seine-et-Val, qui, malgré les contraintes dues à la pandémie, ont tout fait pour que les activités de Seine-et-Val puissent être menées convenablement. Bon an, mal an. Toutes mes félicitations. Et je voulais profiter de cette occasion au nom du président pour vivement les féliciter. Quant aux membres, je crois que aussi nous avons pu observer pendant cette période leur degré d'engagement. Bon, ce qui nous rassure parce que quand beaucoup d'autres associations ont eu des difficultés pour tenir la barre haute, à Seine-et-Val, nous avons constaté que grâce au dynamisme des membres qui ont tout fait pour que le feu pour que la flamme soit retenue, que les activités aussi ont pu être déroulées convenablement avec une participation vraiment optimale. C'est par exemple, pour illustration, la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui, malgré le week-end et malgré le contexte que nous vivons, je crois que la participation est là et j'espère que d'ici la fin de la séance, nous en aurons encore d'autres et d'autres et d'autres. Beaucoup de thèmes sont agités, beaucoup de thèmes sont agités. Mais je félicite le secrétaire général d'avoir choisi ce thème particulier qui est là, autour de nous depuis quelques années, le contrat de performance. Et je voulais vraiment le remercier d'avoir proposé ce thème qui, lorsqu'il sera déroulé et développé, nous permettra aux uns et des autres d'ajouter quelques flèches à leur arc. Ouais. Et j'espère aussi que les experts qui sont pas autour de la table, mais qui sont en face de leur micro, vont encore contribuer positivement pour que tout un chacun puisse, à la fin des travaux, puisse être renforcé davantage. Merci beaucoup et bonne séance. Merci, monsieur le secrétaire général. À vous le micro. Merci. Merci, M. Diop. Donc,
Merci aussi à Sénégal. Juste avant de commencer, on va profiter pour remercier tous les inscrits, pour tous les participants pour leur disponibilité, puisque tout le travail que Sénégal fait n'a de sens que si nous, les membres, on se l'approprie. Pour en revenir à la session, donc cette session sur le contrat de performance qui est comme outil de gouvernance, donc c'est un sujet peu connu et puis c'est une suite du programme. Je pense que c'est comme toute innovation, le budget programme comme le contrat de performance qui sont liés d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il est nécessaire de partager avec les gens et de leur expliquer un peu les avantages de cet outil, ses limites dans le cadre de la gouvernance axée sur les résultats. Et pour le présentateur, l'animateur Moucheba, je pense qu'on ne le présente plus comme je l'ai dit. Plus d'être le secrétaire général de Sénéval, je pense que c'est quelqu'un de level. Il a un background assez riche en partant de ses expériences dans l'enseignement technique depuis les années 80. Je pense qu'en ce moment, beaucoup des inscrits n'étaient pas encore nés, ou étaient encore au berceau. Et puis, jusqu'à ses expériences actuelles en tant que consultant depuis 2016. Donc, entre 1983 et 1989, il était responsable d'encadrement des petites et moyennes entreprises de fonds Sodida. Il était aussi consultant, formateur pendant 16 ans, travaillant avec plusieurs bailleurs, en travaillant surtout sur un document cadre de l'État du Sénégal, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, le DRSP, qui est une base de référence, même nous qui sommes dans les projets et programmes, on le cite tout le temps. Il est ensuite, pendant 10 ans, de 2007 à 2016, dans le cadre de la gouvernance universitaire. Donc, il a participé à la conception et l'exécution du projet de gestion et du financement de l'enseignement supérieur. Donc, depuis 2016, maintenant, il est redevenu consultant formateur. Et il est secrétaire général de Sénéval depuis 2009. Donc, juste pour vous dire qu'il fait partie quand même des seniors qu'on a la chance d'avoir avec nous à Sénéval et qui ne rate aucune occasion de partager ses connaissances, son expérience avec nous. Donc, pour le déroulement de la session, il va d'abord faire une partie introductive. Et avant de passer au débat, on aimerait aussi avoir la contribution d'autres seniors qui sont là et qui ont beaucoup de connaissances sur le sujet, notamment Cheikh Diop que vous venez d'entendre, et Ndiaye Sarr Silla et M. Ian Hopwood. Ça ce sera avant les débats et après il y aura une session, une partie de questions-réponses. Donc si ça vous va comme ça, pour ne plus tarder, M. Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Kewe Kansi. Merci pour votre disponibilité. Et je m'en vais justement vous présenter le sujet contrat de performance comme outil de gouvernance. Excusez-moi, j'ai eu quelques soucis. Ok, voilà, c'est bon. Alors, donc, cette session, nous allons la dérouler sur 3 grands points. La compréhension du sujet. Ensuite, l'élaboration, comment élaborer un contrat de performance, la mise en œuvre aussi d'un contrat de performance. En ces 2 phases, en parlant de l'élaboration et la mise en œuvre. Et en 3e lieu, je ne vais pas faire une conclusion, mais juste dégager quelques points de réflexion parce que le débat va s'ouvrir davantage. Ça nous permettra après de tirer les orientations, les recommandations après. Alors, nous avons 2 grands mots. Contrat de performance et gouvernance. Donc, on avait 2 mots, un groupe de mots et un mot. Le groupe de mots, c'est contrat de performance et le mot, c'est gouvernance. Je vois en termes d'image une locomotive qui est la gouvernance et les wagons qui constituent le contrat de performance.
Cela nous amène à comprendre d'abord ce que c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est un ensemble de mesures, de règles, des organes de décision, de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution, d'une organisation, qu'elle soit publique, privée, régionale, nationale ou internationale. Maintenant, le but de la gouvernance, c'est quoi? Ce qui est recherché dans la gouvernance, c'est de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints et que les risques sont gérés comme il faut et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. Vous voyez, il y a un objectif, donc pour atteindre ces objectifs, il y a des possibilités d'avoir des risques, mais dont on doit gérer pour pouvoir atteindre les objectifs. Et les ressources, bien sûr, qui permettent de pouvoir dérouler les activités et de réaliser les effets souhaités. La priorité de la gouvernance, c'est le respect des intérêts des ayants droit, citoyens, pouvoirs publics, partenaires, actionnaires, etc., en somme de toutes les parties prenantes du projet, et à faire en sorte que leur voix soit entendue dans la conduite des affaires. Le principe de la gouvernance repose sur 4 éléments. La responsabilité, c'est-à-dire donc, quand on parle de responsabilité, on parle indirectement de résultats, mais aussi de redevabilité. La transparence, tout ce qui doit se faire doit être compris et vu, partagé par l'ensemble des partenaires, des parties prenantes. 3, l'état de droit, ça doit se faire dans les règles prescrites pour une bonne gouvernance. Et 4, la participation, donc l'implication des acteurs concernés par rapport au projet. Alors, si on doit avoir la gouvernance, c'est aussi pour avoir la bonne gouvernance, c'est ça le souhait. Gouvernance mauvaise, on ne souhaite pas, on souhaite plutôt la bonne gouvernance. Et cette notion est apparue dans les années 90 pour signifier la condition nécessaire de réalisation des politiques de développement économique et social. Alors, à ce niveau, on peut retenir que pour faire cette gouvernance, nous faisons des éléments de partenariat entre différentes parties. Ce partenariat définit le champ des obligations de chaque partie et la durée, parce que chaque fois, dans un contrat de performance, il y a des obligations de résultat, mais aussi il y a la durée du contrat de performance. Et cela nous amène à voir que nous pouvons trouver plusieurs formes. Dans ce partenariat, on a des structures publiques qui sont en partenariat entre elles. Je peux citer le cas d'un contrat de performance entre les régies financières ou les agences d'exécution et l'État. Ça, c'est une forme de contrat de performance qui a été développée beaucoup plus dans les années 2000. Il y a l'État et une structure privée ou entreprise privée, le cas de l'affaire Mage. Dans le secteur de l'eau, par exemple, nous avons l'exemple de S2 et maintenant de CNO, qui ont eu des contrats d'affermage entre l'État, le secteur de l'eau et les sociétés privées qui vont avoir cette concession de service public. L'autre aspect, c'est une structure publique qui peut être en partenariat avec un partenaire technique et financier pour avoir un contrat de performance. Et il peut exister aussi que une ou plusieurs structures publiques soient en partenariat avec un partenaire technique et financier pour réaliser un projet beaucoup plus englobant qui peut être, je prendrai le cas du PGFSUP qui concerne plusieurs universités, les ministères et le partenaire qui était, les deux partenaires qui étaient l'État et la Banque mondiale. Mais dans un contrat de performance, il y a 2 obligations qui sont quand même nécessaires. C'est les moyens et les résultats. Les moyens seront mis en place par l'ensemble des partenaires, les résultats par rapport à ceux qui sont chargés de l'exécution du contrat de performance.
Le contrat de performance peut s'appliquer aussi bien au niveau central, au niveau des politiques sectorielles, au niveau déconcentré des structures au niveau de la région et au niveau décentralisé, même au niveau d'une collectivité. Alors, le contrat de performance, c'est aussi une relation de confiance qui doit être équilibrée entre les parties pour les prestations de qualité qui sont prévues dans le contrat de performance et la durée convenue pour l'exécution de ce contrat. Donc, par rapport à tous ces éléments, nous allons essayer de voir le processus de construction d'un contrat de performance. Le projet faisant l'objet d'un contrat de performance doit être prévu dans les préoccupations du plan de développement et des axes de l'aide de politique sectorielle concernés pour respecter l'ancrage stratégique. Cela veut dire qu'on ne peut jamais faire un contrat de performance qui ne rentre pas dans un plan de développement global, sectoriel. Si ce n'est pas fait, ce choix-là, ce contrat de performance ne sera même pas choisi pour être réalisé. Donc, il est important de prendre en compte cette dimension de la chose. Ce qui nous amène à voir, dans l'élaboration, la première phase, c'est de voir quel est le problème, donc le diagnostic. Ce diagnostic ne doit pas se faire simplement au niveau de la structure, il doit commencer au niveau même macroéconomique. Parce que dans les politiques, le plan économique et social d'un pays, on définit d'abord, voit d'abord les contraintes pour pouvoir définir ce qu'on doit faire pour régler ces problèmes. Donc, le diagnostic va d'abord porter au niveau macro et reprendre les éléments d'enseignement au niveau macro et descendre au niveau méso, au niveau du politique sectoriel, pour voir au niveau des secteurs, compte tenu des constats qui ont été faits au niveau national, quels sont les problèmes spécifiques du secteur. Et sur la base de ces éléments, retenir au niveau micro quels sont les éléments qui doivent Donc, au niveau micro, on va faire une analyse de la structure. À ce niveau, l'analyse se portera sur l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. À cela, c'est soit en anglais. Donc, forces et faiblesses, c'est beaucoup plus au niveau interne de la structure, de l'organisation, de la structure publique. On voit quelles sont ses forces, ses faiblesses. Ça, c'est au niveau de la structure, au niveau interne. Mais une structure n'est pas, si l'on peut dire, dans un vide, il est dans un environnement. Donc, ça nous amène à faire l'analyse des opportunités de l'environnement, mais aussi des menaces de l'environnement qui doit être pris en compte pour que, dans le cadre du projet de performance, ces éléments-là soient pris en considération dans le cadre des projections qui vont être réalisées. Mais si on fait ce diagnostic, pour pouvoir aller vers l'élaboration du plan stratégique et du plan d'action, nous devons faire d'abord un tableau de diagnostic pour voir, condenser à partir des données qui sont collectées après le diagnostic, faire ressortir pour chaque domaine les grandes contraintes causées, les causes de ces contraintes, les conséquences de ces causes, les potentialités qui sont identifiées, de dégager les hypothèses de solution par rapport aux différents points qui sont constatés dans chaque domaine. Et c'est sur la base de cela que ces éléments constituent la base de travail pour l'élaboration d'un plan stratégique. Donc, le plan stratégique va dégager les orientations, les stratégies de mise en œuvre. Pour alimenter le plan d'action, un choix se fera sur les orientations prioritaires avec des possibilités de mobilisation de ressources et un cadre de suivi et évaluation qui doit être défini. Parce que le plan stratégique, ça globalise l'ensemble des questions de la structure, mais l'ensemble des questions, on est obligé de faire des choix stratégiques sur les orientations et de déterminer un certain nombre de priorités qui vont être les éléments qui vont alimenter le plan d'action. Et donc, le plan d'action sera, si l'on peut dire, la matérialisation de certaines stratégies, de cette orientation qu'on aurait choisie dans le plan stratégique pour les mettre en œuvre. Mais tout cela, nous devons le faire, mais nous ne devons pas oublier dans le cadre du plan stratégique comment nous allons suivre ce projet et comment nous devons le tenir. Donc, ce cadre de suivi et évaluation doit être prévu et
est statué. Si le contrat de performance est réalisé, si le plan d'action est finalisé, le plan d'action est finalisé, le plan stratégique, ça veut dire que nous avons une base de négociation avec les partenaires qui peuvent être intéressés par rapport aux différents projets, aux différentes activités pour atteindre les effets souhaités ou la réalisation de l'objectif global. Cette négociation va porter sur l'ensemble des éléments, aussi bien des objectifs stratégiques, des activités, des moyens qui doivent être mis en œuvre et des indicateurs. Tous ces éléments doivent être négociés et c'est sur la base de ces négociations que nous arriverons à avoir la validation de tous ces éléments qui seront dans le contrat et sur la base de la validation de toutes les parties que le contrat de performance est signé entre les parties contractantes. Et cela permet justement de dire, si l'on peut dire, la feuille de route pour pouvoir réaliser l'exécution du plan de performance. Si le contrat est signé, ça veut dire qu'on doit mettre le contrat en œuvre. Cette mise en œuvre nous exige au départ d'avoir une équipe pour mettre en œuvre ce contrat de performance. C'est important justement de savoir qui doit piloter ce projet, qui doit piloter ce contrat de performance. Donc la composition de l'équipe de gestion, elle est importante. Parce que c'est sur la base de ces personnes ressources qui gèrent ce projet, qui doivent piloter ce projet, que la réussite ou les échecs peuvent être constatés. À eux qu'on doit demander de rendre compte. Et cette équipe a l'obligation, et là, si l'on peut dire un plan d'action qui est validé dans le cadre du contrat de performance, de voir comment exécuter justement ce plan d'action. Donc, à ce moment, cette équipe doit élaborer son plan d'exécution qui est analysé et le cadre logique de mise en œuvre de ce contrat de performance. Mais cela ne peut pas se faire justement, une équipe doit avoir un cadre de réalisation. Ce cadre de réalisation, c'est un peu les procédures, en termes de manière de procédure et en termes de dispositif de cadre de suivi, évaluation. Donc, ces éléments doivent être disponibles dans le dispositif pour pouvoir accompagner l'équipe dans le pilotage du projet. Mais dans le document de performance, il est justement précisé certaines qui sont déjà dans le plan d'action et dans le plan d'exécution, les livrables qui doivent être faits du point de vue de la communication. Parce que les livrables techniques du point de vue des activités, cela vont alimenter justement ces livrables qui constituent les éléments de communication, c'est les rapports trimestriels. Un rapport de performance annuel parce que dans les contrats de performance, annuellement, vous devez faire une situation de l'exécution pour pouvoir reprogrammer le plan d'action annuel de l'année plus 1. Donc, c'est important de faire un rapport de performance et en tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir les tenir en compte dans l'année suivante. Dans le cadre de l'exécution, sur une durée qui est déterminée généralement, on va entre 3 et 5 ans, à mi-parcours, il est important de faire une situation, mais avec deux regards. Il y a le regard interne qui se fait avec des rapports de performance annuels, mais il est important d'avoir un rapport d'évaluation à mi-parcours qui est réalisé par une évaluation interne qui vous donne un œil extérieur sur l'exécution du contrat de performance pour pouvoir tirer les enseignements internes et les enseignements externes qui sont fournis par les regards extérieurs qui nous permettront de pouvoir faire la comparaison de nos analyses, les analyses de l'extérieur et tirer les enseignements pour pouvoir amener les éléments de modification viables pour le projet, pour la finalisation du projet. À la fin du projet, du contrat de performance, il faut évaluer l'évaluation. Ceux qui ont exécuté le projet ont l'obligation de faire le rapport d'évaluation finale qui est, si l'on peut dire, les enseignements, les résultats obtenus, les enseignements tirés, les bonnes leçons apprises et, si l'on peut dire, les points de faiblesse qui ont été constatés pour en tirer les enseignements nécessaires. Maintenant,
le projet dans le cadre du contrat de projet de performance, il doit être pris en compte l'évaluation externe, qui doit être l'externe pour pouvoir faire l'évaluation globale et partager justement ces conclusions avec les partenaires, les acteurs concernés par le projet. Alors, sur la base de ces éléments, je pense que nous aurons, tout ne sera pas rose, il faudrait le retenir, que dans le cadre de l'exécution du projet, tout ne sera pas rouge, mais dans les discussions, nous y reviendrons pour partager effectivement un certain nombre de préoccupations ou de contraintes qui ont été constatées dans le cadre de l'exécution du contrat de performance. Ce qu'il faut retenir, que la gouvernance maintenant fait partie depuis 1990, fait partie des préoccupations principales des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cette gouvernance dans le cadre de la réalisation de toutes les activités de développement. La gouvernance aussi se décline en termes de gestion axée sur les résultats dans le cadre de contrat de performance. C'est-à-dire que quand on signe un contrat de performance, on a l'obligation de moyens pour pouvoir exécuter le contrat, mais on a aussi une obligation de résultats parce que c'est cela qui permettrait de voir à quoi cela a servi d'utiliser un contrat de performance. En dernier lieu, en considérant justement ces éléments que nous venons de partager, nous pouvons dire que le contrat de performance constitue un outil utile pour contribuer au processus de la bonne gouvernance. Voilà, Madame Kewe Kansi, l'introduction que je voulais faire par rapport à cet élément et je reste à votre disposition pour les discussions après. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ba. Je pense que c'était vraiment une partie très riche en informations. Le contrat de performance, c'est, comme on l'a dit, peu connu. Quand on parle de gouvernance, je pense que même en suivant le débat, tout le monde parle de bonne gouvernance, de par-ci, de bonne gouvernance par-là. Je pense que c'est un outil qui doit nous permettre d'arriver à ça. Et même dans les principes, je pense que vous avez parlé de responsabilité, de transparence, d'état de droit, de participation. Ça veut dire que c'est vraiment l'affaire de tous. Avant d'ouvrir les débats, comme on l'avait proposé, donc on voulait aussi avoir la contribution d'autres experts. Donc, M. Ndiaye Sarr Silla, M. Cheikh Diop, M. Ian Hopwood. Si vous voulez prendre la parole, donc parmi vous trois, la parole est à qui veut la prendre. Et puis quand on aura vos contributions tous les trois, donc après on ouvrira le débat. Si je peux, peut-être je prends le doigt de l'ENS. C'est accordé, M. Hopwood. Ça, c'est moi-même qui te l'accorde avant de demander, sans demander l'avis des deux autres. Merci. Parce que je dois vous quitter, j'ai une obligation contraignante. Allô. Donc, merci encore pour la présentation. Je ne dirai pas grand-chose. Peut-être, je dirais dans le débat, ce sera intéressant de savoir quels étaient les problèmes et les faiblesses qu'on a, parce que chaque instrument a ses limites et je pense que les uns et les autres peuvent très bien contribuer pour expliquer cela et montrer les stratégies qu'on a utilisées pour surmonter ces limites de cet instrument qui a tout son intérêt, comme ça a été expliqué. Peut-être aussi, je dirais que ce sera intéressant dans le débat pour essayer de voir comment tous ces éléments sont connectés. Le contrat de performance n'évolue pas en isolement, comme d'ailleurs c'était déjà dit, n'est-ce pas? Mais peut-être ce sera intéressant de voir un peu est-ce qu'il y a une connexion avec les réformes de finances publiques de l'UMEOA qui sont en train d'être mis en place avec certaines difficultés par des pays de la zone CFA, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une connexion avec, quelle est la connexion avec toute la poussée vers gestion axée sur le résultat de développement, n'est-ce pas? Dont le contrat de performance est souvent perçu comme étant un des outils, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ces aspects-là qu'on pourrait peut-être approfondir dans le débat. Dans mon propre expérience, je pense que deux facteurs qui deviennent très difficiles dans tout ce domaine de contrat de performance, c'est la redevabilité, qui est vraiment redevable, qui est vraiment porteur d'un résultat, d'un objectif, n'est-ce pas?
c'était déjà évoqué, mais ce n'est pas toujours facile, surtout dans l'administration, à signer un certain nombre de redevabilités claires et bien précises. Et l'utilisation, n'est-ce pas? Une fois qu'on a un instrument en place, comment on l'utilise, n'est-ce pas? Est-ce qu'on l'utilise pour assurer le développement de carrière des acteurs? Est-ce qu'on l'utilise pour les allocations budgétaires? Est-ce que si la performance est inadéquate, qu'est-ce qu'on fait pour apprécier cette faiblesse de performance? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas été suffisamment soutenus? Est-ce qu'il y avait assez de budget? Donc, c'est tout cet aspect d'utilisation. Et on a tendance à parler des instruments. On a eu beaucoup de réflexion ces dernières années, à l'époque, sur les cadres de dépenses sectorielles à moyen terme, etc. Tous ces éléments pour essayer d'avoir une meilleure performance en matière d'allocation de ressources. Et parfois, c'est l'outil qui domine plutôt que la philosophie et la motivation derrière, n'est-ce pas? Donc, comment assurer, en quelque sorte, le changement de mentalité qui est impliqué. Quant à la performance pour des gens dans l'administration, moi, j'étais dans l'administration des Nations Unies, c'est parfois pas facile parce que on est des bureaucrates, on n'est pas des entrepreneurs. Donc, il y a tout un état d'esprit, je pense, qu'il faut adresser. Et peut-être en dernier lieu, la dernière remarque, on avait dit que c'est une préoccupation des partenaires multilatéraux, bilatéraux, mais je pense que la performance, c'est une préoccupation tout d'abord des citoyens et citoyennes sénégalaises, n'est-ce pas, comme on a vu ces derniers temps, et même au niveau de nos pouvoirs, nos autorités, n'est-ce pas, qui parlent d'une gouvernance vertueuse, etc., n'est-ce pas. Donc, je pense que c'est un souci partagé par tout le monde d'améliorer la performance et espérant que ces contrats vont contribuer. Selon les secteurs, il y a certains secteurs où ça se prête mieux, peut-être que d'autres secteurs, mais je pense qu'on est tous embarqués. Et là-dedans, le rôle de l'évaluation était déjà signalé, mais il faut le souligner, que l'évaluation peut aider à affiner la formulation des contrats, à mieux choisir des indicateurs, accompagné par une recherche approfondie sur les raisons pour lesquelles les résultats sont atteints ou pas atteints. Donc, nous avons un sujet très riche avec plusieurs personnes qui ont même plus d'expérience que moi dans ce secteur-là. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Je serai obligé de me retirer un tout petit peu parce que j'ai une autre urgence, mais je vais essayer de rejoindre vos débats. Merci encore pour la parole. Félicitations encore à SG et merci pour cette session intéressante, stimulante et pertinente. Merci. Merci Allô? Yann de votre contribution. Allô? Allô, oui, monsieur Diop. Oui, bonjour. Bonjour. Je dis d'abord bravo à Ibrahima. Parce que les points que vous avez abordés, s'ils sont développés, Ibrahima, crois-moi, ça peut faire l'objet d'un bon manuel sur les contrats de performance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parmi les points que vous avez mentionnés, mais qui, une fois développés, peut vous donner un manuel de 60, 70 à 100 pages. Bravo. Je pris la parole parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas abordé ce sujet. Je suis à la retraite depuis, au niveau de l'administration, mais je suis actif au niveau de Sénégal. Hein, Yann, hein? C'est pour vous rassurer. J'ai voulu prendre la parole pour partager mon expérience sur le sujet, parce que quand j'étais au ministère de l'économie et des finances comme inspecteur général des finances, j'ai été désigné par l'autorité, quand j'ai dit l'autorité, c'est le ministre lui-même, pour présider un comité de pilotage qui était chargé de l'élaboration des contrats de performance au niveau du ministère. C'était au début des années 2000. Donc, j'ai vraiment, à travers cette confiance du ministre de l'économie et des finances, j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience sur le sujet. Il y a même mes jeunes collaborateurs qui sont toujours actifs là-bas, qui courent derrière moi pour me demander, doyen, il faut écrire. Parce que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, je me suis débrouillé pas mal pour arriver à piloter ce comité de pilotage et pour arriver à avoir les premiers contrats de performance de l'administration publique au Sénégal. Donc, je voulais en quelques... Je ne serai pas long, hein, Ibrahima? Oui. Madame la modératrice, je ne serai pas long. Hein, je crois que vous êtes en train de vous poser des questions. On a doyen Bimon, il va parler. Non, on est là pour avoir... J'ai vraiment beaucoup de choses. Mais je vais résumer. D'abord
pour parler du contrat de performance au niveau des régies financières, donc là où j'ai l'expérience. Parce que le premier contrat de performance de la Direction générale des impôts et des domaines, comme je l'ai dit, c'est mon comité de pilotage, le COPIL. On parle maintenant de COPIL, on en parle beaucoup, le comité de pilotage, qui avait parvenu à produire ce contrat. Il y en avait après le contrat ça c'est les impôts, ensuite il y a le contrat du Trésor, Direction générale de la comptabilité publique, Direction générale de la comptabilité et du Trésor, difficilement, parce que Yann, c'est là que le changement de mentalité est important, parce que ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile de changer du jour au lendemain la façon de raisonner des fonctionnaires. Après la douane. Pour la douane, ça a été plus facile, parce que c'est un autre contexte. Ils sont membres de la douane mondiale, l'union de douane. Je crois que là, c'est des questions, c'est des outils qui sont agités là-bas. Donc, ça n'a pas été difficile. Donc, la première contrainte, c'est le changement de mentalité. Pour essayer de répondre à chaque point aux interrogations de hier, le changement de mentalité. Parce que ça, il faut un changement de paradigme, un paradigme chez les Anglais. Yann, en Afrique du Sud, vers votre zone-là, on dit paradigm shift. Paradigm shift. Il faut vraiment un changement de mentalité. Mais le changement de mentalité était en cours silencieusement au niveau de l'administration, sans que les uns et les autres ne s'en rendent compte. Je vous rappelle, pour les jeunes, pour les jeunes, moi je ne parle pas des années 90, je parle des années 60, 102, 103, le secteur parapublic, Ibrahima. Oui. Les sociétés d'économie mixte, les sociétés nationales, il y avait les contrats plans. Il y avait les contrats plans. C'était des contrats qu'on n'appelait pas contrats de performance, mais c'était des contrats d'objectifs et de moyens à l'époque. Mais bon, c'était des outils qui n'étaient pas très bien utilisés. Je ne viens pas ici pour faire le bilan de l'utilisation de ces outils, mais je dis que ça existait déjà. Au niveau de l'administration centrale, au niveau des projets, avec le phénomène de la gare. Vous savez, les partenaires de développement commençaient avec, et là aussi je réponds à Liane, parce qu'au fond, il y a un lien, il y a un link, tout est linké du début à la fin. Les projets financés par les bailleurs, à un moment donné, ont imposé la gare, ils sont appuyés sur les résultats. Uniquement parce que leurs citoyens, que ce soit canadiens, ou américains ou français, commençaient à leur demander de rendre compte de l'utilisation de chaque dollar. Voilà. Donc, au niveau des projets aussi financés, eux aussi demandaient à au niveau national, comment ces dollars sont utilisés. D'où l'introduction de la philosophie de la gare, avec toutes les conventions signées entre États pour la mise en œuvre des projets. Donc, l'esprit gare est là, l'esprit contrat de performance commence à venir. Au niveau des régies financières, dans cet esprit gare, dans cet esprit d'administration sur les objectifs et non pas sur les moyens, insister sur les moyens. Au niveau des régies financières, quand je parle des régies financières, là, je pense au niveau de la loi des finances, au niveau du financement de l'État, au niveau de la loi des finances qui est autorisée, votée par le Parlement. On commençait à exiger, avec la LOLF qui nous est venue de l'UMOA, la loi, on nous a exigé d'insister sur les résultats et non pas sur les moyens. La gestion sur les résultats, accès sur les résultats et non pas sur les moyens. C'est pourquoi là aussi, on ne parle pas de contrat de performance, mais c'est entre les députés qui votent la loi et les administrations qui mettent en œuvre, il y a un contrat tacite. Bon, on l'appelle autorisation budgétaire, mais c'est un contrat tacite qui n'est pas signé. Mais c'est un contrat moral entre ceux qui autorisent la dépense et ceux qui exécutent la dépense. Bon, ouais, donc la philosophie était là. Donc, ce n'est pas venu spontanément. Et dans le cadre de la LOLF, pour préparer la LOLF, si vous vous rappelez, il y avait les cadres de dépenses sectorielles à moyen terme, CDMT. Si vous avez vécu cette période et la période actuelle, vous voyez que c'était les embryons des
des contrats de performance. Hein. Et les CDMT, c'était au niveau de la loi des finances, du budget de l'État. C'était au niveau du budget de l'État. Et vous allez vous rendre compte que les secteurs qui étaient beaucoup plus impliqués dans l'élaboration CDMT sont les secteurs où actuellement les contrats de performance sont élaborés plus facilement. La santé et l'éducation. Au niveau de toutes les universités, maintenant, on parle de contrats de performance. Donc, c'est un secteur qui était, grâce aux techniques et aux procédures de CDMT, avec des prérequis pour entrer dans la phase de contractualisation écrite, hein, express, hein, des engagements relativement aux objectifs et aux moyens. Voilà un peu pour brosser l'historique et le contexte. Le contexte était favorable. Donc, le contrat de performance, ce n'est pas un outil spontané, hein, comme la souris, hein, enfermée, hein, avec des fromages, comme les fromages qui font naître les souris là, spontanément. Hein. Donc, il y avait un contexte. Hein, il y avait un historique, il y avait un contexte. C'est le contexte. Le contexte, c'est le contexte de la gare, c'est le contexte des CDMT, hein, c'est le contexte des contrats plans à l'époque, hein, le contexte de la LOLF. Hein, tout. Et au niveau des CDMT, il y avait les plans sectoriels. C'était les plans sectoriels, c'était les plans stratégiques des secteurs. Hein, vraiment, c'était des documents qui étaient arrimés au plan de développement. Donc, tout est lié. Tout est lié au fameux plan de développement. Tout est lié. Donc, arrivé à un moment donné, pour des questions que je ne vais pas évoquer ici, il a été décidé au niveau d'une direction, maintenant ce n'est plus au niveau du ministère des Finances, c'est au niveau d'une direction d'élaborer un contrat de performance. Et vous allez vous rendre compte que le choix n'a pas été fortuit, parce que c'est la direction qui assure 80% des ressources financières plus de l'État. Et c'est là où se trouve la sécurité financière du pays. La direction des impôts et des domaines, ensuite la direction des douanes, ensuite le trésor. Ce n'est pas par hasard que ces directions financières étaient choisies. Pour suivre le processus et partager l'expérience, le processus, les étapes proposées par Ibrahima, effectivement, Ibrahima, au niveau des processus, on avait commencé par un plan stratégique, sur le plan institutionnel, à monter un comité. On a monté un comité. J'étais le président de ce comité. Et le comité, le casting aussi est très important. Parce que les hommes ont changé. Hein. Je vous dis, ça n'a pas été facile. Parce qu'au début, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y en a qui ne comprenaient pas. Donc, au fur et à mesure, les membres changeaient jusqu'à l'obtention d'un groupe stable, hein, de champions, hein, des gens qui étaient prêts maintenant à proposer cette révolution au niveau de l'administration. J'avais le copie, j'avais le président. J'étais le président. Hein. Bon, j'avoue qu'il y a un partenaire, la GIZ, qui avait mis un consultant à nos dispositions pour nous accompagner. Parce que tous les autres étaient des fonctionnaires, des membres du COPIL, ils étaient des agents de l'administration, ils étaient dans les régies financières, donc dans des postes très sensibles, donc ils ne pouvaient pas être à 24 heures, 8 heures de temps par jour à la disposition du comité. Donc, il y avait un consultant qui nous accompagnait. Allô? Vous me suivez? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ouais, c'est bon, M. Diop, ouais. Ça va. Donc, voilà l'historique. Hein. Le COPIL a été mis en place, hein, avec certaines difficultés. Maintenant, il fallait commencer. Vraiment, c'est bien ça. Il fallait un plan stratégique. Hein. On ne contractualise pas par le contrat comme ça dans le néant. Hein. On ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on contractualise, hein, les objectifs. Mais attends, d'où viennent ces objectifs? Pourquoi cet objectif-là? Pourquoi pas d'autres, etc. Donc, il fallait d'abord au niveau... et là, pour suivre votre développement, ce n'est pas au niveau sectoriel cette fois-ci, parce que le niveau sectoriel, c'est le ministère des Finances. Non. Mais maintenant, c'est au niveau, comment vous l'avez appelé, MESO, ou bien, voilà, c'est au niveau de la direction. C'est le directeur qui va proposer un contrat.
Mais il faut un plan stratégique. Mais le plan stratégique du directeur de la direction est arrimé au plan sectoriel du ministère. Lequel plan sectoriel repose sur le plan de développement du pays. Je vois le link, hein? Je vois le link, hein? Avec, bien sûr, en tenant compte des lois de finances. Donc, les directeurs sont appelés à proposer des plans stratégiques, hein, qui sont élaborés, hein, suivant cette technique-là. Hein. On avait pris des consultants externes pour élaborer le plan stratégique de la DGID, force, faiblesse, opportunité, menace. Hein. Une élaboration très, très difficile, hein, parce que c'était une première. Et bon, quand on parle force et faiblesse dans l'administration, les gens pensaient qu'à la fin, il y aurait une sanction, alors qu'il n'est pas bien compris. Mais bon an, mal an, à la fin, on a pu, à travers des séminaires, tout ça, c'est haché par des rencontres, des séminaires, etc., etc., etc. C'est pour valider chaque étape. Chaque étape était validée, hein, parfois au niveau d'un bureau, parfois au niveau d'une division, parfois au niveau d'une direction. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour arriver à un contrat, à un plan stratégique. Et le plan stratégique règle tout. Parce que c'est le plan stratégique qui fixe, qui permet de partager les visions. Et sur ça, moi, je voulais insister sur ce point, c'est sur la vision. Oh là là, demandez à un fonctionnaire des années 70 quelle est sa vision, quelle est la vision de son service, il se posait beaucoup de questions. Alors que maintenant, je crois qu'avec tout ce que nous avons fait, il est plus facile, une fois, de demander à un directeur quelle est la vision, quelle est sa vision. Hein? Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Parce que c'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de gérer et non pas d'admission. Donc, quand on a réussi à dégager des visions, fixer les missions, les objectifs généraux, les objectifs stratégiques, les objectifs globaux, les objectifs secondaires, etc., etc. Tout le contenu d'un plan stratégique validé, il fallait le décliner en plan opérationnel, hein, plan d'action. Voilà, un plan opérationnel avec chaque action, bon an, mal an, les risques de ne pas les atteindre, etc., etc. Et Yann, c'est au niveau de ce plan opérationnel qu'on indiquait le responsable, hein, celui qui est porteur de telle action. Hein, et c'est au niveau, voilà, et c'est à ce niveau-là aussi qu'on fixait les indicateurs, hein, les indicateurs d'atteinte. Et c'est là aussi on discutait pour toujours essayer de rester dans l'esprit gare, de ne pas se focaliser sur les actions qui ne débouchent pas sur des résultats. Hein? Vraiment. Donc, pour avoir des indicateurs de résultats. Ça aussi, c'était tout un travail. Tout un travail, vraiment. Tout un travail. Mais avec une équipe copile vraiment stabilisée et engagée. Ça, je souligne les facteurs de succès. Hein, nous avons réussi à avoir le plan opérationnel, les plans opérationnels validés au niveau de chaque structure. Hein. Si je parle de structure, ce n'est pas un bureau du privé. Vous savez, les structures mammouths de la direction générale des impôts du domaine, il faut au niveau de chaque structure validée. Parce que ça aussi, c'est un autre facteur de succès. J'en parle en passant. Il faut l'implication de tout le monde. Tout le monde. Voilà, tout le monde. Le chauffeur, du chauffeur jusqu'au DG. Chacun doit se sentir impliqué, engagé dans l'élaboration du plan stratégique. Parce que c'est tout ce monde-là qui est interpellé. Donc, une fois qu'on a le plan stratégique, une fois qu'on a décliné un plan opérationnel, voilà, on a les actions à mener, et on a les moyens qu'il faudra pour que ces actions puissent être menées. Dans une administration classique, le ministre prend l'initiative de dire, OK, Yann, hein, voilà, je vais procéder à l'allocation secondaire, parce qu'il y a une allocation primaire qui a été faite dans la loi des finances. Hein. Dans la loi des finances, le ministère des Finances avait son budget. Maintenant, c'est une allocation secondaire. Et dans une administration normale, classique, le ministre des Finances disait au directeur général des impôts, voilà, unilatéralement, je vous donne ça, hein, je vous alloue. Mais le contrat de performance change tout. Maintenant, avec le plan opérationnel qui est là, validé,
hein, et soumis au ministre, hein, ça dépend au ministre pour son information et pour aussi sa validation au niveau de l'autorité. Voilà, monsieur le ministre, voilà le plan, voilà les moyens, voilà les actions, voilà les objectifs, voilà les actions. Maintenant, voilà, on a besoin de ces actions. Et on dit, on va signer un contrat. Comment l'appeler? Contrat de moyens, contrat d'objectifs, contrat de... Et là aussi, on a beaucoup discuté. Et c'est parce qu'on a eu, durant cette période de renforcement de capacité, à faire des voyages d'études. J'ai eu à faire personnellement beaucoup de voyages d'études en France, parce qu'il y avait des contrats d'objectifs et de moyens, et au Canada, parce que le contrat de performance était beaucoup plus prolixe au Canada. Même l'administration française s'est inspirée de l'expérience canadienne, avec les agences, les agenciations au Canada. Bon, c'est là-bas qu'on s'est inspiré sur des appellations pour parler de contrat de performance. Bon, vous voyez, chez les communicateurs, disent que parfois la sémantique est importante. Hein? Un contrat de performance se vend beaucoup plus qu'un contrat de moyens et d'objectifs. Hein? J'ai signé un contrat de performance, c'est beaucoup plus valorisant pour un directeur que j'ai signé un contrat d'objectifs de moyens. Bon, ça, c'est un problème de communication. Voilà, c'est comme ça que le premier contrat a été signé. C'est pour la mise en œuvre aussi. Il a fallu, effectivement, Ibrahima, au niveau interne, au niveau de la direction générale, procéder à une modification. Puisque le COPIL allait disparaître, il fallait mettre au niveau interne une structure permanente qui est chargée du suivi de la mise en œuvre, plus tard de l'évaluation sur le contrat, qui avait une durée de 3 ans. Renouvelable. Avant de quitter, il y avait une évaluation. Avant de quitter, maintenant, je ne sais plus. Hein, j'en entendais même. On n'en parle même plus. Bon, peut-être on en parle. Moi, ça fait 1 an que je ne suis pas allé au ministère des Finances. C'est plus ce qui se passe là-bas. Voilà la première expérience, hein, qui est très, très difficile, mais très enrichissant. Avec comme problème le changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est très important. Mais comment changer une mentalité, ce n'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'outils à utiliser. Il y a les séminaires, il y a les réunions, il y a la participation de tout le monde aux ateliers. Il y a des experts à la matière qui sont venus nous vendre leurs services. Bon, ça, il faut que les mentalités changent. Je prends un exemple. Combien est important le changement de mentalité? Parce que la mise en œuvre est tellement contraignante qu'à un moment donné, des anciens directeurs des impôts en avaient marre. Oui? Non, juste pour rappeler qu'on est un peu pris par le temps. Ah, c'est pourquoi je vous dis que je suis très bavard. Il faut m'arrêter. Donc, il faut le changement de mentalité. Hein? C'est important. Allô? Oui. Le changement de mentalité, c'est important. Le choix des indicateurs. Le choix des indicateurs, c'est très important. On passe beaucoup de temps. Hein? Et la production des indicateurs, il faut un système d'information pour produire les indicateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Hein? Il faut un système de production. Et il y a la phase évaluation. Parce que c'est à partir de l'évaluation qu'il faut... c'est à partir des résultats de l'évaluation qu'il faut aller au deuxième contrat de performance, en 2. Voilà, c'est les difficultés. Maintenant, les facteurs de succès, c'est l'engagement inclusif. Il faut que tout le monde soit engagé, j'en ai parlé, tout le monde. Hein? Il faut un bon système d'information et un suivi permanent. Hein? C'est pourquoi on parle de bureau boss, un bureau de suivi. Voilà. Hein? Beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. Ibrahima. Merci, M. Diop. Effectivement, on sent vraiment cette nostalgie et puis la pertinence de quelqu'un qui était au cœur du système. Ne vous en faites pas. On va vous aménager une session spéciale et vous allez nous partager cette expérience vraiment enrichissante. Et je vais parler de l'expérience que j'ai au niveau des agences et au niveau aussi du décret. Parce qu'il y a un décret qui a été pris pour l'élaboration de contrats. Pour les agents d'exécution. Okay. Voilà, des agences, voilà. Embrosser dans les réponses. Oui, j'ai participé à l'élaboration. Okay. Président, oui.
Oui, modérateur. Peut-être, je fais un appel aux participants. Quand vous entendez les présentations des gens comme Cheikh Diop, on voit toute une richesse d'expérience qui n'est pas documentée. Et même si on fait une session en plus, ce n'est pas encore suffisant. Je pense qu'il y a des jeunes chercheurs ou d'autres qui seraient disposés à développer un article, de conduire des entretiens, si Cheikh peut se consacrer pour ce genre d'exercice. Donc, il faut essayer de documenter l'expérience riche qui est retenue dans la tête de chacun et qui n'est pas suffisamment documentée et partagée. Absolument. Merci, merci Yann, ça c'est important. Je pense que tous les participants l'ont entendu. Parce qu'il me l'a proposé. On va y travailler au niveau de Sénégal. Ça doit être un projet de production. Voilà. Ibrahima. Ou à écrire. Ibrahima. Je ne vais pas te lâcher, Cheikh. Ah, Ibrahima, non, avec votre présentation théorique là, ça peut être une partie de ce document-là. D'accord. Une fois développé. Après, les expériences vont venir. Tout à fait. Merci, M. Diop. Est-ce que M. Silla veut prendre quelques minutes pour contribuer ou on passe directement aux questions-réponses? Je sais qu'il y a déjà pas mal de réactions sur le chat. Voilà. Merci, Madame la modératrice. Le chat. En fait, j'ai bien écouté M. Diop et ce sera l'occasion aussi de faire la mise à jour par rapport à certains aspects au niveau des régies financières dont il a fait dont il a été. Donc voilà, moi, mon intervention s'inscrit dans le cadre des structures publiques parce que nous venons de terminer le CDP de l'ENA que nous avons soumis. Peut-être que dans les années 2000, il y avait le COPIL, mais actuellement, il y a une direction qui s'appelle la direction du secteur parapublic qui s'occupe de tous les CDP des administrations et des structures publiques. Donc, sur le plan de la gouvernance, parce que j'avais travaillé avec l'USAID sur la gouvernance, le CDP est un outil d'efficacité et d'efficience, un outil de contrôle, un outil de redevabilité. Yann en a parlé. Je pense que j'ai lu dans les commentaires où Limata parlait d'outils de gestion. Voilà en fait de manière ramassée par rapport à la gouvernance. Je ne saurais continuer sans féliciter aussi Monsieur Ba, parce que sa présentation, elle a été vraiment complète. La genèse d'un CDP, c'est le PSD. Et ce PSD, il fait le diagnostic stratégique, il parle du cadre stratégique, il parle du cadre de suivi, de la mise en œuvre, du cadre de suivi-évaluation. Et c'est parfait. Donc, rien à y ajouter sur ce plan-là. Juste pour contribuer qu'il y a le décret numéro 2010-1812 en date du 31 décembre 2010 relatif au contrat de performance aux agences d'exécution que vous pouvez avoir sur le net et qui régit en fait le contrat de performance. J'ajouterais aussi qu'il y a un guide, parce qu'on a parlé de guide. Il y a un guide qui est disponible, qui a été mis à jour le 24 mai 2019 et qui retrace l'élaboration d'un guide. Ce guide retrace l'élaboration du plan stratégique de développement avec tous les points et le contrat de performance. Voilà en fait ce que j'avais à dire par rapport au contrat de performance. C'est vrai que je n'ai pas entendu M. Ba parler de la durée, mais au niveau des administrations publiques, la durée d'un CDP est de 3 ans. Donc, et sur ce CDP, il est fortement mis les engagements de la structure contractante et les engagements de l'État aussi. Malgré que dans la mise en œuvre, nous assistons à des problèmes parce que l'État du Sénégal n'ayant pas
n'ayant pas tous les moyens financiers, parce que le titre 4, il est déjà prévu pour des années à l'avance, et la structure, en fonction de ses engagements, n'a pas les moyens qu'il faut pour exécuter réellement le CDP. Voilà en fait ce que j'avais à ajouter par rapport à ce CDP. Et juste terminer pour saluer mon beau-frère Rémi Diatta, parce qu'un Goro est extrêmement important. Allez, merci Madame la modératrice. Merci M. Silla. Je pense que ton Goro Diola, il va être content. C'est un camarade de promo. On a fait les 5 ans dans la même classe à l'ENSA. Ah, d'accord. Merci. Merci la modératrice. Merci, Monsieur le Président, et merci Ndiaye Silla. Je vous remercie. C'est vraiment important. Merci. Et il va t'amener un sac de riz, ne t'en fais pas. Sans problème. Ok, merci M. Silla, M. Diop et M. Aboud pour ces contributions vraiment enrichissantes. Donc, M. Ba, si vous voulez, il y a déjà quelques réactions sur le chat. Je peux vous en faire la synthèse ou bien je vous laisse aller directement aux questions-réponses. Pour les réactions, il y a, je pense, Oulimata qui avait deux questions, à laquelle Yann a répondu. Il a répondu à la première question, à savoir est-ce que le contrat de performance est un outil de planification ou de gestion. Donc, c'est plus un outil de gestion, effectivement, comme l'a dit M. Yann. Et elle demandait comment est élaboré et mis en œuvre le contrat de performance, s'il y a des modèles qu'on peut partager. Et après Oulimata, il y a deux contributions de Détier et du Gore de M. Silla, M. Rémi Diatta, donc qui partagent quelques difficultés liées à l'application ou la mise en œuvre. Donc pour M. Détier Ba, il parlait plus de la communication qui devait se faire, la communication antérieure qui doit se faire avant l'implantation ou l'élaboration du contrat de performance, qui est souvent négligée. Donc, cette communication, quand elle est négligée, tout le monde tombe dans la logique des moyens et on oublie l'aspect résultat. Et il recommande comme mesure de faire une analyse complémentaire à l'analyse SWOT qu'on a l'habitude de faire, le SOAR. Donc, au lieu de s'arrêter aux forces, faiblesses, opportunités, menaces, faire aussi l'analyse force, opportunité, aspiration et résultat. Et M. Diatta aussi est parti de son expérience pour dire que c'est un outil très important dans le cadre de la planification et de la gestion de la mise en œuvre d'une organisation ou d'un projet. Mais le grand problème, c'est qu'on note souvent dans son application, c'est qu'il y a des facteurs externes qui affectent souvent de manière très négative la bonne exécution et la logique d'intervention de ce qui est planifié. Donc, c'est un peu ça les réactions qu'on a. Si vous voulez revenir sur ça, M. Ba, et après, s'il y a parmi les participants ou parmi ceux qui ont réagi sur le chat, ceux qui veulent déjà partager de vive voix leurs observations ou leurs questions, on pourra y aller. M. Ba, tu as la parole. Merci beaucoup, modératrice. Ça a été un plaisir d'entendre M. Cheikh Diop et M. Silla avec la contribution de Yann. Et j'apprécie beaucoup aussi les réactions des participants par rapport à la question. Alors, je voulais d'abord reprendre certains éléments de Cheikh. Effectivement, le processus de contrat de plan, c'est venu depuis les années 80. Parce que dans les années 80, comme il l'a dit, les contrats plans, c'était une exigence justement parce que l'État du Sénégal avait ce que l'on appelle à l'époque le plan d'ajustement structurel. Il fallait justement que les ressources étant rares, beaucoup rares, parce que certains secteurs étaient complètement déconnectés par rapport aux exigences des partenaires. Donc, il fallait faire un choix sur l'allocation de ressources, ce qui a amené la réalisation
des contrats plans. Donc, qui sont, si l'on peut dire, les premiers signaux d'un contrat de plan. Bien sûr, ça a évolué jusqu'à atteindre le niveau actuel. Donc, je pense que cela est important et c'est le processus à continuer depuis le début de l'année 2098 avec les CDSMT, qui sont les cadres sectoriels de moyen terme, qui ont permis à certains secteurs, parce que c'était 4 secteurs qui étaient concernés à l'époque, c'était l'éducation, la santé, l'environnement et l'agriculture, qui étaient les secteurs qui étaient justement les secteurs tests pour ces instruments-là, pour voir comment améliorer effectivement le cadre de dépenses à moyen terme. Je pense que cela est quand même important de voir que c'est tout un processus. J'y reviendrai quand je vais parler en répondant à Rémi ou autres là, l'expérience que j'ai eue au niveau du système de l'enseignement supérieur, comment cela s'est passé. La deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est ce qu'a dit Cher, c'est le changement de mentalité. C'est, comme on dit, c'est des habitudes. Comme on dit, le changement, c'est un processus. Il n'est pas évident que, comme on change une activité, qu'on change les mentalités en même temps. Cela est valable en termes de réflexion sur tout le processus. Je me rappelle, ce n'était pas dans le cadre de performance, quand la coopération italienne avait décidé d'appuyer le Sénégal pour changer les équipements de la télévision, la RTS, pour amener les caméras numériques. Vous savez, c'est un problème de pouvoir. Ceux qui étaient en position de gérer les caméras et qui formaient les autres pour montrer la bonne utilisation des caméras, avec cette nouvelle technologie qui était venue, les caméras numériques, ils étaient complètement désarmés parce qu'ils n'avaient pas justement cette connaissance. Donc, il fallait justement utiliser un processus de mise à niveau qui a permis à ces gens-là de retrouver un peu leur sérénité par rapport justement à cela. Je pense qu'aussi, quand il y a de nouveaux outils, c'est un processus de changement qu'il faudrait mettre en œuvre pour que les gens puissent l'accepter et s'aligner et avoir la capacité de retrouver, si l'on peut dire, un élément, entre guillemets, de pouvoir qu'ils avaient par rapport à leur position. Donc, je pense que ce qu'a dit Détier, c'est effectivement un élément important. Détier, c'est un élément important. La communication, c'est un élément important. Cela doit être pris en compte dans tout le processus, de la conception des plans jusqu'à la conception des contrats de performance. À chaque niveau, la communication doit jouer pour que, justement, les gens puissent comprendre. Parce que cette transparence dont on parle dans le cadre de la gouvernance, cela demande effectivement d'un élément de communication. Si la communication ne se fait pas, cette transparence posera un problème par rapport à la mise en œuvre de contrats de performance. Je pense que la communication est importante. Bien sûr, ce qu'il propose comme évolution, je pense que c'est quand même important de ne pas s'enfermer sur un outil, d'utiliser les outils qui peuvent améliorer la faisabilité d'un contrat de performance pour la rendre plus adaptée et plus accessible par rapport à cela. Alors, je vais recueillir à partir des réflexions de M. Sylla. Le dispositif est en changé, effectivement, parce que le contrat plan a été élaboré, le décret de contrat plan a été élaboré en 2010. À cette période, la nomenclature budgétaire était basée beaucoup plus sur, comment dirais-je, sur les obligations de moyens du point de vue budgétaire. Donc, ce n'était pas une obligation de résultat. Mais le contexte faisait que les directions n'ayant du point de vue de la nomenclature budgétaire n'avaient que l'obligation de moyens. Et comme l'État avait besoin de montrer qu'il devait faire des résultats par rapport à certains secteurs, l'État a pris l'initiative de créer le décret portant contrat de performance des agences d'exécution.
pour donner à ces agents d'exécution des moyens, mais aussi des obligations de résultats. Donc, je pense que c'est cela qui fait que cette loi, je pense que c'est la loi 2010-92, qui a été réalisée. Je pense actuellement, cela mérite effectivement une certaine réforme de ce décret pour que ça soit beaucoup plus adapté par rapport au contexte même, qui est un contexte d'obligation de résultats. Je pense qu'une réflexion doit se mener, je pense, au niveau de l'administration pour prendre en compte cette question, parce que les directions n'avaient pas d'obligation de résultats, c'était les agents qui avaient des obligations de résultats, mais maintenant, c'est toutes les structures étatiques qui ont justement des obligations de résultats parce que la nomenclature budgétaire a changé. Maintenant, c'est l'obligation de résultats qui est la base des finances publiques. Donc, ce qui amène à réfléchir justement sur ce décret-là pour voir les réformes qui doivent être réalisées par rapport à cela. Donc, le contrat de plan, le contrat de performance, effectivement, c'est un processus. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vais parler du cas de PGFSUP pour prendre les préoccupations de Rémi. Les indicateurs, c'est des éléments importants parce que c'est sur ça, justement. Dans les indicateurs, il faut prendre deux catégories. Il y a les indicateurs d'opération qui constituent les indicateurs liés aux activités, les indicateurs d'effet qui montrent effectivement le niveau de réalisation des objectifs spécifiques. Concernant justement les questions, les préoccupations de Rémi, je vais parler de l'expérience de l'enseignement supérieur, le PGFSUP. Comment on est arrivé à construire justement le PGFSUP? Il y avait effectivement dans les années 2000 le plan de développement de l'éducation et de la formation qui demandait justement dans ce volet-là de prendre en compte les premiers niveaux, les niveaux préscolaires et élémentaires, et pour voir booster justement le taux de scolarisation. C'était l'objectif, c'était donc d'amener beaucoup plus les enfants à entrer à l'école. Ce qui a amené justement l'élargissement même de la carte scolaire. Deuxième niveau, c'était le niveau moyen. Et quand on est arrivé au niveau moyen, il se posait la question, mais si c'est le niveau moyen, après le bac, où vont aller justement les étudiants? Il fallait réfléchir justement quel est le dispositif à mettre en place pour prendre justement ces élèves qui sortent du lycée. Année 2000, déjà au niveau de l'enseignement supérieur, la réflexion avait démarré en 2008 pour voir qu'est-ce qui doit être fait. Cette réflexion était aussi un prétexte pour amener des éléments d'appréciation sur le PDF 2 qui devait démarrer en 2010 pour que les préoccupations de l'enseignement supérieur puissent être prises en compte. Donc, ça a été justement ce processus-là qui a permis justement de tirer les enseignements. Mais au niveau de l'environnement mondial, l'ancien système éducatif n'était plus approprié, devenu obsolète. C'était le nouveau schéma, c'était le système LMD. Il fallait réadapter notre système d'enseignement supérieur par rapport à ce nouveau contexte qui est le processus de système LMD. Donc, cette réflexion a été faite. Mais il s'est trouvé qu'au niveau du Sénégal, nous avions eu deux universités qui étaient dans le système classique. C'était Dakar et Saint-Louis. Donc, il fallait changer. Mais justement, la réflexion concernait justement les modalités de changement. Les nouvelles universités comme Ziguinchor, Thiès et Bambey, en 2007, ont démarré directement avec le système LMD, qui fait que du point de vue de l'accès et du processus d'enseignement, c'était un autre parcours qui était défini. En plus du système éducatif, mais aussi il y avait le système de gestion, parce qu'au niveau de l'enseignement, il y avait les trois volets qui sont souvent retenus pour la mise en œuvre du programme de l'éducation. C'est l'accès, c'est l'accès, c'est la qualité et
la gestion. Donc, il fallait réfléchir justement si le basculement se fera avec les étudiants, les élèves du lycée, l'enseignement supérieur pour rendre, parce que dans ce cadre-là, il faut dire que le contexte en 2010, il y avait ce que l'on appelle, du point de vue de politique de développement économique, la stratégie de croissance accélérée, qui demandait effectivement, pour pouvoir assurer cela, il fallait avoir des personnes ressources pour l'emploi des projets qui étaient prévus dans le cadre de la SCA. Donc, il fallait réfléchir comment faire pour rendre l'enseignement beaucoup plus professionnel, ce qui a fait que le système ND a été choisi comme mode d'enseignement. Ensuite, quand nous avions fait ce travail d'évaluation, il fallait voir au niveau de la gestion, au niveau des universités, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça, ça n'a pas été fait en un seul temps. Ça a été un temps très long. Quand les études ont été faites macro, il y a eu des études sectorielles sur l'éducation de l'enseignement supérieur qui nous a permis de voir les contraintes et de dégager les orientations. Donc, quand c'est fait, la Banque mondiale accompagne l'État du Sénégal pour la réalisation justement de ce changement au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, cela a amené la création du projet PGSUP, qui a eu comme deux niveaux. Le niveau sectoriel, c'est-à-dire au niveau du ministère, il fallait changer le dispositif institutionnel du ministère pour l'adapter au nouveau dispositif qui doit être mis en œuvre dans le cadre du projet. Et ensuite, au niveau des universités, changer le mode de fonctionnement. Les universités nouvelles, c'est avec le conseil d'administration. Les anciennes, c'était avec l'Assemblée générale. C'est une question, comme je dis, c'est une question de pouvoir. On veut changer, ils avaient le pouvoir parce que c'était contrôlé presque à 90% par l'enseignement, alors que dans le dispositif du système LND, il fallait renforcer l'implication du secteur privé dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement supérieur. Donc, qui fait que le basculement qui doit se faire, il fallait justement régler ce processus justement de changement, surtout entre l'Université de Dakar et l'Université de Seine. Ziguinchor, Thiès et Bambey étaient, au moment de la création, dans le système LND, avec le mode de gestion qui est arrêté. Alors, ce qui s'est fait, c'est sur la base de ça que nous avons effectivement construit les contrats de performance en tenant compte des enseignements tirés de la politique sectorielle pour que chaque université a eu à faire son diagnostic, son plan stratégique et son plan d'action. Et ces plans d'action ont été négociés avec l'État du Sénégal et le bailleur de la Banque mondiale pour arrêter l'engagement des partenaires, l'État du Sénégal et la Banque mondiale pour financer justement chaque université. Donc, ce qui fait qu'il était important de prendre en compte cela. Et dans le dispositif de gestion, il arrivait justement à trouver déjà une administration. Il fallait amener justement une structure parce que du point de vue de la, comment dirais-je, de la gestion, il y avait la gestion de l'université, de l'administration, mais il fallait amener avec le projet, le contrat de performance, une nouvelle équipe, même si une partie de l'équipe était prise en compte parmi les membres de l'université pour pouvoir être membre de cette équipe de construction. Donc, pour vous dire que c'est tout un processus pour construire justement un contrat de performance. Ça ne se construit pas de manière très claire. Donc, je prends en compte le temps qui m'est imparti. Donc, les difficultés, comme on dit, on est dans un processus de changement. Donc, nous étions dans un système de mode de financement et mode de gestion qui était défini avant. Maintenant, nous sommes dans un système, un mode de gestion qui change, qui nous fait des obligations, où ce n'est plus les moyens qui sont les contraintes, mais c'est surtout les résultats qui constituent les... Donc, effectivement, ça pose un problème dans le processus de réalisation de projets. Je ne vais pas rentrer dans le mais ça a été des éléments qui ont été constatés par le déroulement du projet PGSUP. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont appris.
Et c'était ça, je pense, l'enseignement le plus fort. Les gens ont appris et je pense que ça a contribué dans le processus de changement de mentalité parce que maintenant, on est en train de se situer au niveau de l'enseignement supérieur, la mise en place d'un contrat de performance pour toutes les universités. Donc, je pense que c'est un acquis assez fort qu'il faudrait prendre en compte, mais comme je dis, c'est un processus. On n'a pas encore terminé le processus de maturation de changement de mentalité. Donc, comme disait Cher, c'est une préoccupation qui doit être prise en compte dans le cadre du dispositif. S'il y a des questions, je pense avoir répondu globalement aux préoccupations qui étaient posées. Si il est possible de voir, il y a Cher qui lève la main. Bon, je pense que, modératrice, si vous pouvez peut-être autoriser. Ok, monsieur Ba. Donc, on est un peu pris par le temps. Il reste. C'est déjà midi, hein? C'est déjà midi. Voilà, c'est ça. Il reste juste une minute. Je ne sais pas, est-ce qu'on procède à la clôture ou on veut donner, on peut donner la parole à une personne, mais juste une minute, 15 minutes. Je propose que ceux qui n'ont pris la parole puissent s'exprimer pour une minute. Une minute. Ouais, ceux qui n'ont pas pris la parole, s'ils ont besoin de dire quelque chose. Un participant qui veut prendre la parole. Ok, s'il n'y en a pas, s'il y a une main levée, c'est Cher. Monsieur Diop, on peut vous donner la parole, juste être bref pour nous permettre aux autres qui ont envie de participer. Ok, Monsieur Diop. Ah, c'est Monsieur Diakhaté. Bonjour madame, merci de nous avoir permis d'assister à cette matinée, à cette activité de partage très généreuse. Le partage est très généreux du moins. Maintenant, j'ai pris un peu le train en cours de route et je crois avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la communication de M. Ba. Et effectivement, c'est vrai que moi, dernières années du contrat de performance de l'Université Cheikh Anta Diop, j'ai eu l'honneur d'avoir été le directeur des statistiques, qui effectivement a été l'une des recommandations ou l'un des enseignements tirés véritablement du contrat de performance, parce qu'on s'est rendu compte que pour un excellent pilotage du contrat de performance, l'interlocuteur tout à l'heure le disait, il faut des indicateurs forts, clairs, précis, qui vraiment permettent de gérer le contrat de performance. Donc, il a été retenu l'idée de créer la direction des études et des statistiques pour un peu stabiliser les indicateurs et en assurer véritablement le suivi. Ça, comme vous le dites, ça a été un exercice exaltant au cours duquel nous avons beaucoup appris. Maintenant, moi, ne pensez-vous pas, M. Ba, que l'une des faiblesses de ce contrat de performance au niveau des universités a été le fait d'avoir greffé personnel supplémentaire au dispositif. Comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, il fallait avoir un renforcement en ressources humaines, ce que j'accepte et ce que je comprends parfaitement parce qu'il y avait le bureau, je crois, d'orientation qui regroupait des psychologues conseillers de l'administration, mais il y avait, semble-t-il, véritablement une véritable administration, je n'allais pas dire parallèle, mais qui venait s'y greffer. Et quelle est la conséquence? Après l'évaluation ou à la fin du contrat de performance, on souhaiterait que les acquis soient internalisés, réceptionnés par les acteurs internes. Je crois que ça a été vraiment une difficulté. Si vous prenez le psychologue conseil, beaucoup sont partis, parfois pour des raisons ou pour les autres. En tout cas, aujourd'hui, je ne sens pas une appropriation satisfaisante véritablement. Et ça peut être un risque ou un point faible de tous les contrats de performance. Si contrats de performance doivent être accompagnés toujours par véritablement un panel d'experts qui à la fin vont se retirer. S'ils ne se retirent pas, parfois on impose à l'organisme de les recruter. Et parfois les moyens ne suivent pas, les prétentions salariales de rémunération souvent élevées. Et tout ça, en tout cas pour moi, ça a été l'une des contraintes du point de vue véritablement de la mise en place. Merci beaucoup, madame, de nous avoir donné la parole. Monsieur Diakhaté, donc il y a
Je ne sais pas si je peux intervenir ou s'il y a d'autres intervenants. Oui, il y a Madame Oulimata Goudiaby qui a levé la main. Donc, Oui, merci, M. d'accord. Diakhaté. Madame Goudiaby, si vous pouvez partager brièvement. Donc, après, M. Ba va reprendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Madame Goudiaby. Oui, bonjour, Monsieur Ba. Kewekan, bonjour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne m'entend pas trop bien parce que je suis toujours hors de Dakar. Ok, alors, merci. Voilà. Donc, vraiment, je remercie pour cet échange de ce matin. Comme toujours, un grand merci à Sénéval qui a pu vraiment mener les activités malgré les contraintes que nous connaissons en ces temps difficiles. Je sais que ce n'est pas évident, mais quand même, chapeau à l'équipe Sénéval. Alors, moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur le lien qu'avait fait tout à l'heure concernant la réforme en cours au sein des finances publiques pilotées par l'UEMOA et ces contrats de performance. Alors, on sait que dans le cadre de la réforme, il y a un énorme changement, puisque maintenant, on parle de budget programme, qui suppose énormément de changements, à commencer par les orientations et également par le personnel même qui est censé mettre en œuvre cette réforme-là. Alors, mon souci, c'est que est-ce que ces budgets programmes-là doivent évoluer vers un contrat de performance pour ce qui est des administrations centrales, parce qu'on sait que ça existe déjà pour les agences et les structures parapubliques. Mais pour les administrations centrales, c'est surtout la réforme qui est en cours, et que même que cette réforme pour cette année-là, ça va être encore assez difficile à mener, parce que je sais que compte tenu de la COVID, beaucoup de programmes ont été reportés. Mais également, il y a un souci au niveau décentralisé. Par exemple, pour nous, au niveau des services déconcentrés de l'administration, la réforme ne s'applique pratiquement pas parce qu'on n'a pas de programme tel que libellé comme les programmes des directions. On est juste mis dans le grand chapitre pilotage et coordination, je pense. Donc, ça pose énormément de problèmes d'exécution à ce niveau-là. Donc, j'aimerais qu'on puisse revenir un tout petit peu sur les lignes qu'on pourrait faire entre cette réforme des finances publiques en cours au sein de nos administrations et les contrats de performance. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres intervenants. Bon, il y a M. Sadio qui a levé la main. M. Ansoman Sadio, 1 minute, s'il vous plaît. Ok, bonjour l'assistante. Donc, j'aimerais aussi de la tenue de cet atelier. Donc, moi, je suis à Louga, comme planificateur au ministère de la Santé. Donc, j'avoue qu'en tout cas, depuis, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, donc, au niveau du ministère de la Santé, on était parmi les ministères test par rapport aux réformes budgétaires de l'Union. Donc, comme l'a dit l'intervention précédente, donc c'est par rapport à la signature des contrats. Donc, actuellement, le ministère, je crois, signe avec le ministère de la Santé signe avec le contrat avec le ministère des Finances. Mais ce qui reste actuellement, donc, c'est les contrats entre le ministère et ses entités déconcentrées. Donc, c'est là où on a des succès. Je ne sais pas, est-ce que c'est le contexte qui fait que jusqu'à présent, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, pour qu'au moins ces contrats puissent être généralisés à tous les niveaux. Mais au niveau de Louga, comme au niveau de certaines régions, on a eu quelques exemples de contrats de performance par le biais d'un projet avec l'ISAID. Donc, où la région signe un contrat de performance avec l'ICAD
donc par le canal du ministère. Qu'on a vu à avoir cette expérience au moins, disons au moins 4 ans. Donc, comme l'a dit, maintenant, c'est la suite, parce que comme c'était ton projet, maintenant le projet est fini, donc ce que les moyens qu'on avait, donc on aura pris ces moyens. Maintenant, la difficulté, c'est comment pallier en tout cas ce manque de ressources et pour pouvoir au moins suivre la lancée qui était déjà dans les régions. En ce moment, ça, c'est les difficultés maintenant. Parce que, bon, c'est comme les difficultés de tout projet à la fin de projet pour maintenir les acquis. Parfois, en tout cas, c'est difficile à l'administration de continuer les acquis qu'on a. Donc, surtout en matière de ressources humaines et de certains financements complémentaires. Donc, je salue aussi, en tout cas, le Mansen Eval qui fait tout au moins pour que ces membres puissent être, pour se partager ces expériences. Je peux, modératrice? Ok, M. Ba, vous pouvez y aller. Ok, donc Il y a Cheikh Diop qui a levé la main. Ah, d'accord. Lui accorder une minute. Il faut lui donner 1 minute. Ok, M. Diop, comme dernier intervenant rapidement. Allô, M. Diop, Cheikh Diop? Voilà. 1 minute temps universel. Pas Ouais, 1 minute à la sénégalaise. 1 minute. 1 minute comme dernier intervenant pour permettre à M. Ba de revenir sur toutes ces observations et questions. Ah, il a son micro coupé. Ah, et le micro est coupé. Il faut activer ton micro. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, hein, donc j'ai déjà consommé, j'ai déjà perdu 30 secondes hein, sur les minutes. Hein. Allô? Oui, vas-y, c'est bon. Voilà, je vous dis que par rapport au développement de carrière évoqué par Ian, il y a un lien étroit. Ça a été senti lors de notre première expérience. Il était prévu des contrats de performance individuelle, c'est-à-dire après le premier contrat global, un contrat entre les acteurs et les responsables. Ça, c'est dans le cadre de développement de carrière. Aussi, les notations, les fiches de notation que tous les fonctionnaires connaissent devaient être revues pour que les critères de notation tiennent compte des contenus des contrats de performance. Là aussi, développement de carrière. Mais moi, personnellement, le développement de carrière que j'ai constaté, c'est que tous les membres de l'équipe du COPEL, du COPIT, à l'époque, sont devenus tous de hauts responsables au niveau du ministère de l'économie et des finances. Est-ce que c'est le hasard ou non? Je ne sais pas. Tout le monde, hein, je vous dis, tout le monde. Ils sont devenus tous de hauts responsables. Maintenant, le problème de l'enveloppe budgétaire est très délicat. Quelqu'un a posé la question. Parce que le budget d'un département est voté au niveau du Parlement. Maintenant, l'astuce, c'est le timing. C'est que le contrat de performance du ministre doit être signé avec décalage. Il doit signer et ensuite, en année N-1. Hein, c'est pour permettre, après la signature, d'aller maintenant se battre au niveau du Parlement pour avoir les enveloppes. La communication, quelqu'un l'a soulevé, c'est très important. Il faut communiquer. Mais communiquer, comment communiquer? Il y a plusieurs façons de communiquer, plusieurs façons. Les ateliers, les séminaires, les formations, les réunions. Il faut toujours communiquer pour que les mentalités changent, hein, pour que cette nouvelle forme de gouvernement soit acceptée. Hein. C'est un outil de gestion, oui, et non pas de planification. Les modèles, il y a des modèles. Il faut entrer dans le net, il y a des modèles. Les modèles existent. Je parlais, et l'autre me l'a confirmé, Ibrahima, c'est au niveau des secteurs qui étaient des secteurs tests dans les CDMT qui ont une expérience pratique en matière de contrat de performance, les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Je crois qu'il y a des modèles qui existent. Je suis partant hein, pour mettre quelqu'un à mes côtés hein, pour essayer de rédiger un mémoire sur la question. Hein. Merci.
Merci, merci cher. Je vais partager rapidement un modèle de contrat de performance. Donc, ici, on met les parties concernées. Pardon? Les micros, s'il vous plaît. Ah, le micro, ok. Il est ouvert. Je vais me rapprocher davantage. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc ça, c'est un contrat. Donc, c'est les parties d'abord qui sont concernées, qui sont mis en avant, donc pour montrer l'engagement de chaque partie. Les parties présentation générale, c'est la structure qu'on présente. Un peu le résumé qui est dans la présentation. Bon, c'est un peu dans le qui. Donc, ensuite, on a le volet de les engagements. Ici, on met un peu les engagements qui étaient pris, etc. Comment doit se gérer le CDP. Ensuite, on met les conditions, justement. Ici, vous verrez que dans le sommaire, nous avons le tableau des indicateurs. Ça vous donne ce qui est en haut, il y a les tableaux d'indication pour chaque élément d'indicateur et chaque cible pour les années initiales et les années à venir. Donc, vous avez cela comme élément de repère pour l'exécution du plan de contrat de performance. Ensuite, c'est le budget. Pour chaque, quels sont les budgets qui sont et quelles sont les activités qui sont ciblées. Et pour chaque année, quels sont des montants qui sont ciblés pour chaque année. Donc, vous l'avez ici. Bien sûr, dans le plan d'exécution, vous avez le timing. Ici, vous avez le budget, mais là-bas, vous avez le timing et le budget. Parce que vous devez dire, est-ce que cette activité se réalise au trimestre 1, 2 ou 3, et sur la base de ça, le budget est affecté. Donc, voilà des éléments qu'on peut retrouver dans un contrat de performance. Ça, c'est un peu un contrat de performance que considère le PGP au niveau de l'université. Vous avez des éléments, mais ces activités sont précisées et les budgets sont alignés. Et pour chaque activité, il y a les budgets. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans les indicateurs, je disais tout à l'heure qu'il y a deux niveaux d'indicateurs. Il y a les indicateurs d'opération, les indicateurs d'effet. Dans les indicateurs d'opération, ce qui peut arriver, vous pouvez exécuter une activité. Vous avez prévu dans votre élément de qui un certain nombre d'éléments physiques à avoir. Mais en termes de résultats, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas simplement la quantité, mais aussi la qualité. Parce que je donne souvent un exemple. Si vous avez prévu de mettre une salle, je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer, une salle d'informatique pour des enfants de 8 à 10 ans. Qu'est-ce que vous avez besoin pour ça? Vous avez besoin d'une salle équipée en matériel mobilier et en équipement informatique. Mais dans votre dossier technique, c'est là où justement le triangle de contrainte ou le triangle d'os retrouve toute son importance. D'abord, qu'est-ce que vous voulez exactement? Il faut que ça soit bien précis. Parce que si ce n'est pas précis, vous devez lancer un marché de commande. Vous pouvez avoir n'importe quoi parce que dans votre dossier technique, tous les éléments de précision ne sont pas. Donc, c'est important de prendre encore cet élément. Donc, à ce niveau, c'est les indicateurs qui sont pris en compte et ces indicateurs d'effet doivent être valorisés pour avoir justement des résultats de qualité. Vous devez avoir des résultats. Si l'activité qui est mal réalisée n'est pas réalisée comme ça doit se faire, les éléments de qualité d'indicateurs d'effet n'auront pas toute la qualité requise du point de vue du résultat obtenu. Donc, il est important de tenir en compte dans l'exécution justement du projet de la mise en œuvre des indicateurs d'opération qui soient aussi des indicateurs de qualité pour pouvoir aboutir à un indicateur de qualité d'effet, pour pouvoir avoir les résultats souhaités. Donc, c'est un élément qui est un élément important qu'il faudrait prendre en compte. Alors, concernant la question des régions, c'est vrai, pour le moment, les contrats de performance se trouvent au niveau central. Se pose effectivement le problème de la politique du plan national le système national de planification. Parce que
il y avait un processus qui a démarré, c'était la réforme du système national de planification, qui devait prendre en compte effectivement cette dimension de la chose, c'est la dimension territoriale. Mais pour le moment, d'abord, cette loi n'est pas encore votée. Et ensuite, pour le moment, c'est le ministère qui détient. Nous sommes dans un processus. Il faut dire que depuis 2011, que la directive de l'UEMOA a été mise en œuvre, il n'y a que le Niger qui était aligné en 2018 et que le Sénégal est rentré en 2020. Mais je dis qu'il y a beaucoup de choses déjà à faire au niveau central, parce qu'il faudrait que la machine puisse mieux fonctionner au niveau central pour pouvoir aller au niveau décentralisé. Mais ce que je peux suggérer, il peut arriver qu'au niveau décentralisé, vous ayez des activités qui peuvent avoir une importance capitale dans la zone. Je pense que c'est à vous de prendre l'initiative, dans le cadre des orientations sectorielles de votre ministère, de voir quelle est l'orientation qui peut répondre effectivement à votre préoccupation, sur lesquelles vous pouvez faire une proposition de projet par rapport à cela. Voilà les éléments, pour ne pas trop abuser, les éléments que je voulais apporter sur les interrogations qui ont été posées. Je vous remercie. Merci, M. Ba. Je pense que le temps qui nous était imparti est fini depuis quelques minutes. Donc, c'est le moment de clôturer, juste pour vous remercier pour votre disponibilité à partager d'abord sur le budget programme et ensuite sur le contrat de performance. On remercie aussi les autres qui ont contribué, les autres experts, donc Yann, M. Diop, M. Silla et tous les participants pour leur disponibilité. J'espère que tout le monde est ressorti d'ici enrichi. Et juste avant de quitter, n'oubliez pas de renseigner le formulaire d'appréciation, le formulaire d'évaluation de la session, puisque c'est ça qui permet à CNEVAL de prendre en compte vos préoccupations pour l'organisation des différentes sessions en ligne. Donc, ça va nous permettre de nous améliorer au fur et à mesure. Donc, s'il y a quelqu'un de CNEVAL pour le mot de clôture, donc, sinon, on peut te dire bonne fin de semaine. Merci. Et à la prochaine. Il y a Cheikh, il y a le vice-président ici. Voilà, M. Diop. Le mot de clôture. Remercier encore tout le monde. Hein? Remercier encore tout le monde parce qu'il y a une contrainte que les gens ne voient pas, c'est l'heure au samedi pour se reposer quand on fait des sacrifices hein, pour être là avec nous pendant 2 heures de temps. Je crois qu'il faut remercier les participants. Il faut encore remercier les participants et leur demander encore d'être à l'écoute parce que je crois qu'il y a d'autres activités qui sont dans le pipeline. Hein, et on devrait encore les retrouver pour échanger. Je crois que c'est à travers les échanges que nous nous sommes enrichis mutuellement. Maîtrisez Ibrahima, merci beaucoup. Oui, merci. Hein, bravo, je crois que ça a été bien fait, le temps a été respecté, le contenu de d'autres qualités. Je peux dire encore la proposition de Yann, je crois que quelqu'un, cette présentation théorique peut être développée hein, pour avoir un bon bouquin. C'est un parce qu'en matière de documentation, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y a des documents qui ont été cités, le guide de l'évaluation, le guide, c'est des documents que j'ai connus à l'époque, hein, mais il n'y en a pas d'autres. Je crois que CNEVAL peut vraiment prendre l'initiative pour essayer de développer quelque chose. Hein. Nous en reparlerons. Hein. Merci à tout le monde. Je voulais, si vous permettez, coordonnatrice, dire aussi que CNEVAL compte sur ses membres, non seulement pour la participation, mais aussi pour la contribution. Parce que c'est sur vos ressources que nous menons les activités. Les cotisations. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler. C'est comme nous voulons notre indépendance, il faudrait qu'on ait les moyens de notre indépendance. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est noté à tous ceux qui n'ont pas encore cotisé. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On peut lever la séance? Oui, c'est à vous de clôturer. Voilà, donc au nom du président, la séance est levée. Merci tout le monde. Merci. Allô. Allô, EG, félicitations. Oui. Vous avez les résultats
de l'évaluation des participants. Oui, j'ai vu, oui. En votre interface, si vous le voyez. Si. D'accord. Bon, merci pour votre appui. Merci SG, merci Lamine. Merci à vous, Madame la modératrice. Madame la modératrice, merci beaucoup. Madame la modératrice. Merci, M. Diop. Merci. Il faut dire que je l'ai pris à pied levé. Madame la modératrice, merci beaucoup. Très bien. Non, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous côtoyer puisqu'on apprend beaucoup. Non, M. Cheikh, on va revenir vers vous. Vous allez nous animer une session spéciale sur un passage au ministère et sa participation sur tout ce processus. Ah, mais il y a le net. Là, on est ensemble virtuellement. Ce que je crains juste, c'est que 2 heures ne va pas suffire pour toi. D'accord, on verra. Il y a plusieurs autres thèmes qu'on peut aborder. Allez, bonne fin de semaine. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Et bon week-end à tout le monde aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les différentes contributions. Merci. Ce bouton est trop quoi.